Pulsar. Bonjour et bienvenue sur Radio Pulsar dans votre émission Poitou Pop. On est là, on est nombreux aujourd'hui dans ce studio parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à dire avec ce qui se passe actuellement à l'université de Poitiers. Donc voilà, Poitou Pop, c'est une émission qui va avant tout vous parler lutte, avant tout vous parler marxisme, contre les LGBTQI-phobies, contre les fachos, etc. On est là, on se revendique ouvertement de gauche et c'est dans cette logique-là qu'aujourd'hui, on a autour de cette table de multiples personnes qui vont nous parler de ce qui se passe à l'université, des coupes budgétaires qu'il y a à l'université et surtout de la mobilisation étudiante qui a lieu depuis maintenant 2 semaines avec plusieurs centaines de militants qui passent tous les jours dans les locaux d'occupation qui ont lieu actuellement en A3. Durant cette émission, vous aurez 2 autres interludes musicales afin de pouvoir respirer et de calmer votre cerveau au vu de toutes les informations qu'on va vous partager durant cette heure. Il y aura aussi une chronique sur le journal Le 23 ainsi qu'un... Il me dit nom de la tête. Non, le collectif. Le collectif Le 23, excuse-moi bien sûr. Je confonds avec le 7 je crois. Bref, on va faire une chronique donc sur le collectif du 23 et une chronique aussi sur les parents étudiants. Tout ça, ça va arriver au fil de l'émission. Et donc autour de cette table, nous avons Théo Martineau qui est donc docteur en sciences de l'information et de la communication. Bien le bonjour. Bonsoir. On a Arthur qui est aussi là, qui parle de Cinémarx, tout simplement, qui est là à la fin de notre belle émission. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dont tu vas nous parler à la fin de l'émission ? Oh bah pas de spoiler, hein. Faudra pas que les gens partent à chaque fois j'essaye de l'avoir, à chaque fois il nous lâche rien du tout, je suis dépité. On a Madame Guilbard qui est ici, qui est directrice adjointe en lettres et langues et professeure de littérature français et de la photographie. Bien le bonjour. Bonsoir. On a aussi Léopold qui est là, fidèle des fidèles de Radio Pulsar et qui donc s'est ajouté à notre studio pour aussi avoir un reçu étudiant vu qu'il y a des gens qui sont syndiqués, des gens qui sont politisés, des gens qui sont autonomes et des gens qui sont juste militants de gauche et qui se battent pour une université publique. Et donc Léopold, je te mets dans cette case-là, si tu es d'accord avec moi. Tout à fait Gabin, merci beaucoup. Et on a aussi monsieur Francisco Ferreira qui est maître de conférence en études cinématographiques. Bien le bonsoir. Bonsoir. On a à ma gauche aussi Carla, donc du coup qui va nous parler des parents étudiants. Ça va, t'es en forme? Bonsoir. En fait, c'est assez drôle vu qu'on n'a pas assez de micros, donc là, par rapport au nombre donc on doit tourner au fur et à mesure. Bien, maintenant qu'on a aussi Edu Plein Air qui est à la technique et qui, comme d'habitude, va nous faire un travail exemplaire, on va pouvoir commencer cette émission. Donc depuis maintenant 2 semaines, les étudiants de l'Université de Poitiers sont mobilisés. Ça a commencé par un blocage en A3 la semaine dernière organisé par les syndicats et par quelques groupes autonomes. Et au fur et à mesure de la journée, des centaines de personnes, on va le dire, ont passé les portes de l'A3 et ont décidé qu'il y aurait une occupation le soir. Et donc ça fait maintenant 2 semaines, sauf le week-end, vu qu'à un moment, il faut bien rentrer chez soi. Ça fait maintenant 2 semaines que les étudiants sont dans les locaux de l'université à dormir sur ce beau carrelage, avec ce beau chauffage et cette belle lumière du bâtiment A3. Les revendications des étudiants sont claires, c'est dû à la coupe budgétaire du 49.3 et c'est là où je me tourne notamment vers vous, Madame Guilbard. Les coupes budgétaires, les étudiants le voient de l'extérieur, mais comment est-ce que ça se ressent à l'intérieur au sein des administrations ? Alors ça se sent depuis... ça n'est pas nouveau à vrai dire, les coupes budgétaires, mais c'est vrai que de gouvernement en gouvernement ces dernières années, on nous arrache orteil après orteil à l'université. Là, avec la coupe budgétaire de cette année, je pense qu'on nous a enlevé un genou. Donc on continue à marcher, on boite. On continue à essayer de faire notre métier d'enseignant, de chercheur, avec nos étudiantes et nos étudiants. Mais c'est de plus en plus difficile de les accueillir dans de bonnes conditions, avec les encadrants titulaires et non pas précaires, avec des personnels de logistique, d'administration, de la même manière qu'ils sont présents, une masse salariale suffisante pour s'occuper des locaux, des papiers, des ordinateurs et des différentes plateformes aujourd'hui. Et là, on est vraiment très heureux. Je crois que je peux parler au nom de nombre d'enseignants-chercheurs et d'enseignantes-chercheuses, vraiment très heureux que les étudiants aient pris cette nouvelle attaque du gouvernement contre nos universités publiques en main. Et c'est la raison pour laquelle
on les soutient. Ouais, vu que depuis le début du mouvement, les enseignants et l'administration soutiennent le mouvement, bon, on peut mettre un peu d'adjectifs un peu moins par rapport au soutien vis-à-vis de la présidente de l'université qui souhaite une continuité du service public, mais malgré tout qui dit que les étudiants doivent se mobiliser, qui est un peu sur les deux tranches en même temps. Oui, mais la présidente de l'université est à son endroit. Évidemment, une présidente de l'université ne peut pas dire bloquer l'université de Poitiers. Oui, c'est logique. C'est évident. C'est bien dommage. Mais elle travaille à son endroit avec le ministère, avec la CPCNU, c'est-à-dire la conférence des présidents des différentes universités. Elle essaie de travailler à la négociation de ce maigre budget qui est encore plus maigre qui nous est alloué cette année. C'est difficile. Elle le fait à son endroit. Les étudiants, les étudiantes le font au leur. Et au fond, on est tous ensemble. Oui, on est tous ensemble pour lutter pour une université libre et gratuite, vu que c'est ça au final le souci de fond qui peut impliquer cette réforme budgétaire. Donc c'est pour entrer dans les datas, on va dire, donc c'est 630 millions nationalement qui ont été enlevés. Il y a des calculs qui ont été faits par rapport à l'inflation, c'est comme si on avait enlevé 1 milliard finalement aux universités de France. Au sein des universités de Poitiers, déjà avant le 49.3, il y avait seulement 25% du budget qui avait été autorisé sur les trimestres, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, concrètement, cette perte de budget, là, je ne me tourne pas uniquement vers vous, mais aussi autour des professeurs et des docteurs, et même des étudiants qui peuvent ressentir parfois ça avec des pertes de TD, etc. Comment est-ce que concrètement, ça s'est ressenti au sein de l'université, que ce soit cette année ou même déjà dans les années précédentes où il y avait déjà des coupes budgétaires? Pour en parler, moi, juste en tant que jeune chercheur à l'université de Poitiers, faut voir que ces coupes budgétaires vont avoir des conséquences. Et là, on les voit peut-être pas pour l'instant concrètement, mais ces conséquences, elles sont liées à différents budgets, des budgets de recherche. Alors ça, c'est pour les équipes des enseignants-chercheurs, mais aussi des coupes qui vont se retrouver dans l'offre de formation. Alors pas maintenant, pas tout de suite, mais plutôt à moyen terme. Comment est-ce que ça va être possible de maintenir certaines formations? Est-ce que ce sera toujours les mêmes effectifs? Est-ce que ça ne va pas entraîner de nouvelles formes de sélection? Autant d'éléments qui contreviennent en fait à l'idéal qu'on a, enfin en tout cas qui sont un idéal partagé par les différentes personnes mobilisées, d'un enseignement supérieur et d'une recherche ouvert à tous, quoi. Quelque chose d'une sorte d'idéal démocratique quand même qu'on a autour de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça, c'est quand même des choses pour lesquelles on se bat. Il y a eu quelques réactions. Je sais que c'est à Rennes 2, il me semble. Ils ont réussi à obtenir peut-être 1 million de rallonges sur leur budget, ou peut-être plus. L'idée, c'est pas que le ministère refile 1 million à Paul, 2 millions à Pierre, mais que chaque université puisse continuer à fonctionner en fait, avec les fonds qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Donc, peut-être rappeler aussi que l'enseignement, c'est pas un coût. L'enseignement et la recherche, c'est pas un coût, c'est un investissement. Et ça, on a l'impression qu'ils ont tendance un petit peu à oublier cet aspect-là, que c'est aussi une certaine image du futur, de l'avenir qu'ils veulent donner, de comment ils traitent les nouvelles générations, quoi. Et c'est ça qui est assez préoccupant, je trouve, dans cette continuité, parce que c'est pas la dernière des entailles qu'on fait dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais il faut être vigilant là-dessus, quoi. Oui, il le faut. Et tu souhaitais rajouter quelque chose? Je rejoins à la fois Anne-Cécile et Théo. D'ailleurs, la première chose, c'est qu'en fait, ça commence pas maintenant. De mon point de vue, ça a commencé de la manière la plus sévère en 2007, avec la fameuse loi LRU, qui visait l'autonomie budgétaire des universités, notamment l'autonomie de gestion des ressources humaines et puis aussi la propriété des biens immobiliers. Et en fait, à partir de là, tout a commencé à tomber. Il y a un hasard qui n'est pas un hasard, à mon avis, quand on regarde les chiffres, qui est que 2007, c'est aussi l'année où en fait il y a eu le deuxième grand boom d'inscription d'étudiants à l'université. Il y a eu les années 80 et 2007-2008. Et comme par hasard, au même moment, on attribue l'autonomie aux universités, c'est-à-dire en fait, si on le traduit très concrètement, l'État se désengage sur le plan budgétaire au moment où on avait besoin le plus d'argent puisque des étudiants arrivaient en masse. Depuis, ça n'a pas cessé. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, en 8 ans, les subventions pour charges de service public ont chuté de 30%, tandis que les étudiants n'ont cessé d'augmenter. Entre 2010 et 2020, c'est 20% d'étudiants en plus. Donc plus on a d'étudiants, moins on a d'argent. Tout ça au prétexte de l'autonomie des universités. On peut aussi le dire encore autrement. On a appliqué la politique néolibérale qui domine dans le monde occidental au savoir, à l'enseignement, à la recherche.
Et devant le résultat absolument catastrophique de cette politique néolibérale, parce qu'on le sait depuis longtemps qu'en fait la loi LRU, ça a créé une catastrophe financière et budgétaire avec plusieurs universités en déficit, un grand nombre d'universités en déficit en fait, et qu'est-ce qu'ils nous proposent ? D'aller encore plus loin dans la politique néolibérale. La seule solution qu'ils ont au problème qu'ils ont créé, c'est précisément d'en rajouter une couche. Et évidemment, je suis complètement d'accord avec Théo, c'est-à-dire que les conséquences de ça, si on voulait vraiment raisonner comme eux, les conséquences de ça, c'est évidemment que dans les années à venir, cet affaiblissement généralisé va avoir des conséquences, des répercussions profondes sur la société française et des répercussions profondes sur le plan économique. On parle aujourd'hui de presque 3 millions d'étudiants inscrits à l'université en France. 3 millions d'étudiants. Bon, c'est juste mathématique en fait. Et plus on est, moins on a d'argent. Et plus on nous dit de nous professionnaliser, moins on nous donne d'argent. Donc toutes les injonctions sont contradictoires. Et le résultat, c'est qu'à juste titre, les étudiants se soulèvent. Et oui, à juste titre, ils ont bien compris ça. Au sein des étudiants, là je me tourne autour des étudiants qui sont de la table, est-ce que vous déjà de base, avant même cette mobilisation, vous aviez ressenti cette perte de budget au travers des cours ? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, en licence de sociologie, qui se retrouvent depuis le début d'année sans aucun TD. Donc c'est pour ça que là, on parle actuellement du 49.3 qui a fait passer ce budget-là. Mais bien avant ça, il y avait déjà des grosses pertes de moyens. L'an dernier, il y avait 400 millions déjà qui avaient été retirés aux enseignements supérieurs. Donc vous, dans vos cours, est-ce que par moment... Alors peut-être tu peux indiquer ta filière si tu le souhaites ou non. Oui, je suis en art du spectacle, option cinéma, en 3e année. Les meilleurs. Ouais. Et donc, notamment les arts du spectacle qui bien souvent coûtent de l'argent pour peu de personnes qui sont dans les filières. Alors c'est un peu une question bateau, mais ça se passe comment ? Après, moi ça se passe bien dans tous les cas. J'ai pas vraiment ressenti. Forcément, on aimerait toucher à beaucoup plus de choses, mais on sait aussi qu'on est dans une licence théorique, donc quelque part il y a forcément il y a un mélange qui se fait et on trouve en fait un point commun entre théorie et pratique. Moi après je vais parler beaucoup plus de ressentis d'autres étudiants et étudiantes que j'ai pu rencontrer, mais notamment d'ailleurs à travers le blocus qui était hyper intéressant comme témoignage. Alors ça commence d'abord avec les étudiants et étudiantes qui sont en géographie, en licence de géographie, avec qui j'ai beaucoup parlé et ça a été vraiment, j'ai trouvé ça, il y avait un désespoir qui s'en dégageait, mais autant de leur part que de la part de leurs professeurs, où ça vient complètement démoraliser en cours. Ils savent très bien qu'il y a une possibilité que la licence s'arrête, et ça dure depuis plus longtemps qu'on ne le pense, mais on le remarque notamment grâce au blocus. C'est comme la situation pour les hôpitaux publics, où en fait on se remarque que c'est à partir du Covid que ça va plus du tout, alors que non, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps que ça, la crise dans l'hôpital public. Et là, c'est pareil avec la coupe budgétaire. Et toi, Arthur, il y a des trucs qui se font ressortir aussi dans ta promotion ? Je suis aussi en art du spectacle, ça fait beaucoup de personnes. Ça fait beaucoup d'art du spectacle, vous nous avez clairement lambertisé là. Je sais pas ce que vous allez faire, mais... Pour une si petite formation, effectivement, ça fait beaucoup de personnes autour de cette table. Mais moi, je rajouterais juste que en art du spectacle, il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui envisagent le master assistant réalisateur, qui, des paroles des élèves actuellement de ce master, qui ont peur d'être la dernière ou l'avant-dernière promotion d'assistant réalisateur, étant donné que c'est un master qui coûte beaucoup pour peu d'étudiants. C'est souvent les premières formations qui vont être impactées par ce genre de réforme budgétaire. Et toi, t'es docteur notamment, donc il y a souvent les doctorants qui rentrent en compte dans la catégorie des étudiants. On voit par exemple à Solidaire Études, dans des syndicats, même à l'UNEF, il y a des docteurs parfois qui intègrent ces syndicats étudiants. Donc il y a aussi le fait de la recherche, avec parfois des contrats qui sont pas aboutis, ou des théories, des projets de recherche qui ne peuvent pas aboutir faute de moyens. Alors il y a ça, mais je vais utiliser l'exemple déjà qu'il y a sur le master là, dont on parle, d'assistant réel, et puis revenir ensuite sur ce qui se passe au niveau des doctorants, parce que c'est quelque chose d'assez important. Il y a en France, quand on veut faire des études en cinéma, des écoles.
Ces écoles, soit sont publiques et elles sont peu nombreuses et elles sont très difficiles d'accès, soit elles sont privées et elles coûtent très cher en frais d'inscription. Donc un master comme le master assistant réalisateur qu'il y a ici à Poitiers, il bénéficie d'un soutien politique pour son existence et qui permet à nombre d'étudiants de pouvoir venir avoir cette formation-là, sachant qu'ils ne pourraient peut-être pas se payer une école de cinéma privée ou qui ne pourraient peut-être pas rentrer tout simplement à la FEMIS ou à Lumière. Pour parler de ces écoles-là. Oui. Donc maintenant, est-ce qu'on donne les moyens à l'université d'avoir ce type de formation-là, qui fonctionne habituellement plutôt sur des régimes d'école, qu'elles soient publiques ou privées, ou est-ce que l'université accueille ça? Est-ce qu'on donne les moyens à l'université d'avoir ce type de formation? Et c'est là où c'est difficile de tenir une ligne politique à la fois pour des équipes comme la présidence, d'avoir ce type de formation-là, de spécialité, de les soutenir dans le temps pour que les étudiants puissent s'en emparer ou non. Et après, par rapport aux doctorants et au financement de la recherche, pour faire ce parallèle-là, oui, alors c'est compliqué parce qu'il y a des financements qui sont plus ou moins faciles à obtenir. Il y a une ligne qui est donnée aux doctorants en France visant à le considérer au même titre que d'autres pays européens avec le PhD, tel qu'on peut l'entendre, très professionnalisé, avec de grandes relations avec de grandes entreprises de la recherche, pour surtout que les doctorants et les futurs docteurs partent en fait en entreprise, dans les services qu'on appelle de recherche et développement, R&D, ou qu'ils aillent constituer un autre lot de jeunes, de masse salariale corvéable dans les startups, parce que beaucoup de startups en fait sont des services de recherche et développement externalisés d'entreprises qui ne financent plus la recherche et le développement, mais qui préfèrent miser à l'aveuglette sur plein de startups pour financer ça et ensuite les réintégrer dans leur entreprise. Mais la dimension des doctorants qui veulent devenir enseignants-chercheurs ou avoir une carrière publique aujourd'hui, des fois elle est un petit peu délaissée parce que c'est pas ce qui fait vendre le plus pour faire venir justement des financeurs qui ne sont pas des financeurs publics dans le cadre de ces formations-là. Donc tout ça rentre quand même dans une stratégie qui est une stratégie de privatisation de l'enseignement et de la recherche. Oui, je voulais ajouter, donc je confirme évidemment tout ce que dit Théo. On a ce problème en plus avec les sciences humaines d'avoir moins de financement, alors que la culture est, on le sait, un ouvrier économique majeur en France pour le moment, mais la culture est elle aussi agressée par les coupes budgétaires. Et ils étaient avec nous dans l'UFR Lettres et Langues, dans ce quartier général de la mobilisation étudiante depuis quelques jours, et tout le monde a manifesté ensemble. Mais je voulais parler aussi des formations, de l'état des formations. Depuis plusieurs années, Francisco a rappelé un peu l'historique. On est passé de groupes de TD de 30 à 45. J'ai entendu en SFA, il n'y a plus de TP. Il n'y a plus de TP en L1, en biologie. Est-ce qu'on imagine une formation de biologie où il n'y a pas de TP, où les étudiants ne décrivent pas, n'observent pas eux-mêmes pour découvrir la matière, leur discipline? Cette dégradation. Alors, et comment on fait donc quand on a un master assistant réalisateur avec 8 étudiants qui coûtent une fortune, qu'on n'a plus de TP en L1 biologie, comment on réussit à gérer ça? C'est le problème actuel, c'est ce qui fait que de dégradation en dégradation, on arrive à un point de rupture, disent les étudiantes et les étudiants, et c'est vrai. C'est vrai, parce qu'à ce train-là, il va falloir on ne voit pas comment faire à part fermer des formations pour permettre à d'autres de continuer à vivre. Oui, c'est ça. La présidente a dit que pour le moment, elle ne souhaitait pas fermer de formation, mais qu'elle souhaitait un redéploiement de l'offre de formation. Donc ça veut plus ou moins dire la même chose. Elle l'a même décrite dans une interview l'autre jour à France Bleu, parce qu'attention, je fais mes recherches. J'ai regardé ce qu'elle avait déclaré. Elle a dit qu'en fait, là où avant 2 professeurs avaient une seule tâche, maintenant ça sera un seul professeur qui pourrait se retrouver avec 2 tâches. Et donc on le voit, il y a le doyen notamment de Lettres et Langues qui nous partageait les moments où il y a les masters, les dossiers de master qui arrivent, le fait qu'il se retrouve tout seul à devoir choisir, vu que c'est du choix, le master c'est de la sélection, et donc il se retrouve à choisir, et donc de fait, étant donné qu'il n'a pas la capacité, vu qu'il a autre chose à côté, notamment une vie, il ne peut pas recevoir les milliers de candidatures, et donc il est obligé de baisser le nombre de places pour faire en sorte que ça soit vivable. Donc en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue, où le service universitaire est obligé de se gangréner lui-même pour éviter de n'avoir plus rien de viable. Et Louis Plénière, tu voulais rajouter Non, mais peut-être on pourra garder une petite question pour la suite. On garde le suspense. 19h19 sur Radio Pulsar 95.9, l'émission Poitou Pop. Peut-être on peut faire un petit entracte avec si tu souhaites.
Est-ce que tu veux partir sur une petite entracte chronique ? Pourquoi pas ? Tu veux nous parler du collectif du 23 ? Pourquoi pas, c'est une idée. Vas-y, parle-nous du collectif du 23. Donc. L'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre. Les étoiles en plus. Et donc on va parler du collectif 23, enfin brièvement. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif d'artistes qui existe depuis 2007 à Poitiers. Et on va dire d'artistes un petit peu, on va dire, c'est un peu l'underground Poitevin, ou les artistes un peu alternatifs, un peu punk, certains d'entre eux, enfin mais pas tous. Enfin, et aussi un peu un hybride entre des pratiques amateurs et des pratiques professionnelles. Notamment, il y avait l'association Jokebox, qui était une association qui est toujours d'ailleurs une association de rappeurs, rappeuses. Autour du hip-hop. Il y avait Grenouille Prod qui était à un moment dans ce lieu, même si après ils ont déménagé pour d'autres endroits. Je ne vais pas forcément tous citer. Il y a aussi des artistes un peu individuels, des plasticiens, disons, qui sont là à titre individuel, sans forcément être eux-mêmes dans une association ou une compagnie quelconque. Et donc c'était c'est toujours un lieu qui est assez globalement autofinancé aussi. Ils sont assez peu dans les subventions, enfin ils sont assez peu subventionnés. Même pendant très longtemps, ils n'étaient pas du tout. Ils ont été un petit peu, quand il y a eu les confinements, un petit peu par la mairie, mais c'est quand même pas, enfin donc c'est quand même des artistes un peu hors système, on va dire ça comme ça, quoi. Et donc là, en ce moment, ils sont dans le feu d'actualité parce que ça a été rapporté par la presse, la Nouvelle République notamment, parce qu'ils ont des problèmes financiers. Mais alors c'est pas, en fait, on va regarder un peu plus attentivement parce qu'il y a quelque chose de plus politique là-dedans. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce qu'il y ait souvent des lieux alternatifs ou des associations qui vont demander des financements participatifs parce qu'ils ont besoin d'argent simplement pour tourner. Mais là, c'est un peu plus que ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le lieu dans lequel ils en sont locataires. Jusqu'à présent, ils ont toujours payé leur loyer eux-mêmes, un peu de leur poche, et même dire pour les artistes qui allaient là-bas, c'était pas forcément donné aussi, parce que comme c'est autofinancé, ça coûte. Et c'est une ancienne usine de brosse, en fait, qui est un peu dans son jus d'origine, mais qui a été retapée. Il y a un peu des fresques, tout ça. Voilà, c'est un lieu d'artiste, quoi, en gros. Et en fait, l'immeuble a été revendu il y a 2-3 ans par sa propriétaire précédente, qui était la première propriétaire, qui a accueilli le lieu, à un promoteur immobilier qui vient de Bordeaux. Donc c'est là où ça devient intéressant politiquement. Donc il y aurait à dire sur le métier de promoteur que, en gros simplement c'est des capitalistes qui achètent un bien, qui font bosser des artisans ou des ouvriers au noir, au rabais, pour ensuite vendre ça à un max, faire une bonne plus-value dessus. Bon, ça on pourrait faire un sujet d'émission entière là-dessus, mais c'est pas, voilà, je vais pas trop développer là-dessus. Et alors il se trouve que le nœud politique du truc, c'est que le collectif du 23. Donc, en fait, peut rester au titre du bail qu'ils ont. En fait, le propriétaire a racheté un immeuble avec des locataires, donc ils peuvent rester en fait avec le bail qu'ils ont jusqu'en 2030, en théorie. Mais en fait, sauf que ça c'est le droit. Dans la pratique, le propriétaire il met la pression au collectif, notamment en faisant repeindre la façade du lieu où il y avait par exemple simplement il y avait la façade où c'était peint, ici collectif 23, des artistes, etc. Ça a été repeint dernièrement là, en blanc pour les invisibiliser évidemment. Et puis surtout il a utilisé une clause qui est légale pour augmenter le loyer selon les prix du marché, selon lui, et réclamer en fait des arriérés de loyer en fait sur les années d'avant, parce qu'en fait la propriétaire d'avant n'avait jamais augmenté le loyer, et lui il a réclamé les loyers, les augmentations de loyer que la propriétaire précédente aurait pu demander. Donc on voit un petit peu, disons, comment s'exerce le droit de propriété là-dessus. Donc d'où cette cagnotte qui est sur Hello Asso, le 23 Needs You, les amis du 23. Alors je pourrais poser une question un peu taquine, est-ce qu'on va financer une cagnotte qui sert à finalement payer des augmentations de loyer pour un promoteur? Bon, le débat est ouvert. Hein. Mais en fait, c'est surtout politiquement. Que peut faire une mairie pour empêcher de freiner ce type de promoteur et de ne pas laisser des locataires livrés à eux-mêmes? Que font nos députés NFP? Il n'y aurait pas une petite proposition de loi à faire pour essayer de contrer ça, disons? Et surtout aussi, ça montre quelque chose que en fait, le capitalisme commence souvent au niveau de la propriété immobilière, et puisqu'il s'agit simplement de faire de l'argent hors de proportion du travail qui est fourni pour retaper les immeubles, et qu'en fait on se fait souvent une plus grosse plus-value en revendant des immeubles qu'en vendant des yaourts, en gros. Voilà. Et surtout après, que va devenir ce quartier aussi? Là c'était un quartier qui était plutôt préservé de grandes opérations d'urbanisme. Ça change aussi un peu le quartier, ça c'est des questions politiques. Bon, alors en disant ça va pas aider le 23 dans l'immédiat, donc force à eux, mais en tout cas donner quand même pour les soutenir. Et voilà, donc je répète, Hello Asso, le 23 Needs You, les amis du 23. Et vous retrouverez ça sûrement sur nos médias, donc Ventre Presse, Nouvelle Radio Slip, le 30.info. Et on va peut-être s'enchaîner, faire une petite pause musicale. On se retrouve dans 2 minutes sur Radio Pulsar 95.9.
and start living on our feet. Cause brother, like it take two eyes to make a pair. We won't quit till we get our share. I'm talking about what we've been done. Someone please stand for it. I say we won't. In any kind of way. We got to fight. Gonna fight for the right. In it now. If you love me, love dignity stands out there. In it till right. Got to get it. Get it. Come. Give me my progress. My happiness. And I work on job with my feet and my hand. And all the work I did was for the other man, children. We demand the right to do things for ourselves instead of bending down here and working for someone else. Yeah. And a real got to get it all over the world. Black coming together. Look out now. Got to get together in any kind of way, even today now. If you love me, that's supremacy. Stand out there in a real way. Hit it, children. Got to get it. How we been done? I'm black and I'm proud. Why we be pushed down? We're black and we're proud. Stay loud. Stay loud. À quoi tu penses? Plus ça. Les étoiles en plus. Ah ouais. Et vous êtes sur Radio Pulsar 95.9. Après cette pause musicale, deux petits mots sur la pause musicale. C'était bon, on a loupé les 80 ans de Bob Marley il y a 2 semaines, donc on l'a fait aujourd'hui. Et cette chanson était en fait une chanson qui s'appelle Black Progress. Et c'était en fait avant que le mouvement reggae soit Rasta, parce que le mouvement Rasta, il y aurait des trucs à redire dessus, mais c'était à une époque où c'était un peu plus revendicatif que dans la fin des années 70. Voilà. À un moment, on pourra faire faudrait faire une chronique musique Marx sur les mouvements musicaux de gauche. Donc là, au début de l'émission, donc on parlait de la réforme budgétaire, comment est-ce que ça avait impacté en profondeur les différentes universités et comment est-ce que ça partait d'une logique libérale depuis beaucoup d'années. Je peux rajouter à la logique libérale aussi une logique justement méritocrate, c'est-à-dire que désormais les personnes doivent un peu montrer qu'elles méritent d'aller à l'université, et bien entendu les universités commencent à mettre ça en place en augmentant les frais d'inscription, c'est-à-dire que désormais tu montres que tu as envie d'étudier, donc tu montres que tu payes et tu montres que grâce à ça tu as le droit plus ou moins d'avoir accès à l'université. En fait c'est dans la logique des États-Unis qui depuis toujours font payer des milliers et des milliers d'euros aux étudiants et aux étudiantes, et il y a notamment cette question donc du coût des formations. Et les formations, quand elles n'ont plus d'argent, elles sont bien souvent obligées de retourner voir du privé. Et il y a des formations qui ne tiennent littéralement qu'au fait qu'il y ait des entreprises privées qui les subventionnent et qui mettent en place des projets de recherche. On pense notamment à l'entreprise Total qui fait des financements au sein du département de géographie. Et donc, il y a des projets de recherche sur le développement durable qui sont arrêtés et qui sont annulés dû à cette intégration de l'entreprise Total dans les projets de recherche. Et ça se ressent aussi à travers d'autres groupes. Je vois que tu fronces les sourcils, mais source, les étudiants de géographie. Je le dis au cas où. Et du coup, il y a aussi en psychologie où ça intègre comme ça au fur et à mesure, les entreprises privées rentrent de plus en plus dans le public. Toujours, on peut reparler de la logique libérale. Le public dans le privé, comme ça, après le public, on a l'impression que c'est pas si top que ça. Donc les gens vont essayer d'aller vers le privé pour montrer qu'il y a une sorte d'élite dans les entreprises privées. Et donc comment est-ce que ça se ressent aussi dans les autres composantes, vu que moi j'ai surtout un point de vue par rapport à l'UFR-SHA où je fais partie de cette composante-là. Au niveau, tu me parlais juste avant de taxes qui avaient lieu. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment est-ce que ça se passe? En fait, en termes de taxes, c'est surtout, par exemple, il va y avoir notamment des formations de master où vous avez des gens qui travaillent en entreprise et dont l'entreprise va prendre en charge les frais d'inscription pour que leurs salariés puissent passer
acquérir un diplôme de master notamment, pour après avoir un autre type de poste dans l'entreprise. Et là, c'est l'entreprise qui va financer cette formation, payer les frais d'inscription, sachant que ces frais d'inscription ne sont pas les mêmes que ceux que payent les étudiants en ce qu'on appelle en formation initiale. C'est-à-dire que la plupart des gens qui payent un frais d'inscription plein pot, sans bourse, quoi que ce soit, ça peut être aux alentours de 300, 400, 500, 600 euros. Quand vous prenez une formation de master avec les frais d'inscription payés par les entreprises, on est plutôt aux alentours entre 3 et 5 000 euros l'année, qui là vont être réglés par l'employeur. Et donc qui participent aussi au financement des formations qu'il va y avoir dans une unité de formation et de recherche. Oui, moi je voulais ajouter qu'en fait, cette logique de privatisation où on fait entrer les entreprises petit à petit dans les universités, ça date pas d'hier, enfin ça date d'il y a plus longtemps. Et notamment, je me souviens, puisque j'étais déjà étudiante en 2018 à Nanterre, on en parlait déjà, en fait, juste le fait qu'on multiplie les stages en cours de formation, ça permet de payer moins d'heures de cours. En fait, ça permet aussi de formater plus les étudiants pour aller sur le marché du travail. Et puis, ça nie complètement l'objet premier de l'université, qui est de produire de la connaissance, de transmettre de la connaissance. Et ça calque les universités sur le modèle du marché du travail. Il faut être productif, il faut que ce soit utile pour faire gagner de l'argent à des gens qui ne font que s'enrichir, qui ne travaillent pas, il faut être clair. Voilà. Et puis, tu as parlé de taxe d'apprentissage tout à l'heure. En fait, il y a justement ce truc. Les entreprises, elles payent une taxe d'apprentissage. Ça veut dire qu'en fait, elles choisissent de financer des établissements d'enseignement. Et ça peut être des universités, mais ça peut aussi être des lycées. Et donc, en fait, ça met les établissements d'enseignement en concurrence les uns avec les autres, parce que leur but, vu qu'ils n'ont pas assez de financement d'argent public, ils sont obligés de démarcher les entreprises pour avoir de l'argent pour pouvoir financer leur mission. Voilà, et je trouve ça complètement fou. Vas-y, il n'y a pas de souci. Si je peux ajouter un truc, parce que je voudrais te rejoindre là-dessus. En fait, le problème de la taxe d'apprentissage, c'est qu'évidemment, les entreprises, quand elles ont la possibilité de cibler les formations, et elles vont évidemment cibler des formations qui sont soit en rapport avec leur activité, soit dans lesquelles elles voient un intérêt quelconque. Ça veut dire qu'il y a des formations qui, par définition, n'intéressent pas les entreprises. Il y a peu de chances que des gens qui font de l'histoire de l'art intéressent Total. Enfin, je caricature évidemment, je pousse mes mains dans les articles. C'est très factuel. Mais donc ça veut dire que c'est un certain type de formation qui, évidemment, va bénéficier de ces taxes d'apprentissage. Et tout le monde est à la recherche de cet argent privé maintenant à l'université. Et donc évidemment, à terme, ça veut dire aussi qu'il y a des formations, celles qu'on appelait les humanités à l'époque où vous n'étiez pas né. Il y a des formations qui sont amenées à être, à disparaître, à être de moins en moins financées et à disparaître. Et il y a même des disciplines qui sont carrément en train de disparaître. Et puis je voudrais revenir sur une chose que tu as dit tout à l'heure et qui me semble centrale, c'est cette histoire de la sélection à l'université. Moi, je suis plus vieux parmi vous, donc j'étais déjà un grand garçon en 1986 à la mort de Malik Oussekine. On a c'est peut-être l'occasion de rappeler qu'à l'époque, les manifestations étudiantes, c'était contre la loi Devaquet, dont la vocation était la sélection à l'université. Ça n'est pas passé. La mort de Malik Oussekine a fait que, en fait, le gouvernement a reculé. Et puis ensuite est apparu APB, puis Parcoursup, qui sont des modalités de sélection à l'université, qu'on le dise ou non. Et l'un des moyens, et l'une des conséquences de la réduction budgétaire dont mentionné, c'est de mettre des capacités d'accueil. Et on est en train de voir la plupart des formations poser des capacités d'accueil et dire on ne peut pas accueillir plus de tant d'étudiants. Donc en fait, évidemment, on va les sélectionner, ceux qu'on accueille. C'est exactement un principe de sélection. Et ça, l'hypothèse même d'une égalité des chances, de l'accès à l'enseignement supérieur pour tous, s'est effondrée depuis bien longtemps. En fait, la loi Devaquet est passée en douce. Oui. Comme d'habitude, les bourgeois et libéraux font passer les choses un peu en catimini et après ils le font passer petit à petit. Mais oui, même quand on regarde les chiffres des personnes qui sont en études supérieures et qui sont fils des classes surtout populaires, les chiffres sont minimes. Et c'est bien souvent en fait une classe qui se reproduit et on a de la chance, il y a des formations où c'est un peu plus éparpillé, mais par exemple je vois en formation d'histoire, il y a de plus en plus de bourgeois qui arrivent parce qu'ils sont galvanisés par je sais pas, ce roman national qu'on crée au fur et à mesure. Donc il y a vraiment une classe à l'université. Ouais,
J'aime bien mettre des termes très très forts. Donc il y a vraiment une classe qui se reproduit de fil en aiguille, et c'est la raison notamment pour laquelle les étudiants et les étudiantes ils y luttent aussi. Edu et plein air, tu voulais... Oui, mais justement par rapport à ce que disait Francisco, sur le... En fait, c'est vrai que ça flèche un petit peu les savoirs. C'est que là, en gros, ceux qui vont en pâtir, c'est les savoirs fondamentaux. C'est-à-dire que les mathématiques, les mathématiques fondamentales, je veux dire, la littérature, alors l'histoire peut-être un peu moins, parce que justement, tu peux peut-être avoir, pour des raisons un peu, on va dire, politiques, disons, des mécènes en fait qui pourraient tenter de financer certaines formations en histoire, parce que ça peut correspondre à leurs idées politiques, leurs projets politiques. Mais c'est vrai qu'en fait ça change considérablement ce qu'on va enseigner à l'université, qui va devenir finalement un lieu de formation professionnelle uniquement, quasiment, enfin si on prolonge la logique jusqu'au bout. Et justement ça m'amène à une question parce que là, qui fait un peu écho avec la composition du plateau, c'est qu'en fait on a deux personnes d'art du spectacle, mais on n'a pas la fac de médecine. Est-ce que la fac de médecine va être, par exemple, ou même les écoles d'ingénieurs par exemple, est-ce qu'ils vont être autant impactés, ou peut-être c'est pour le coup ces formations-là qui vont être préservées? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Enfin, ces formations-là professionnelles qui vont être préservées justement de ces baisses ou être moins impactées par les baisses de budget, quoi. Quelqu'un veut répondre, vu que j'ai des retours d'étudiants. Alors par rapport aux étudiants, on a eu des retours donc sur le lieu de blocage, où c'est vraiment un lieu de brassage étudiants et étudiantes. Il y a vraiment tout le monde qui vient d'à peu près toutes les facultés, et donc ça discute donc avec les IUT, avec aussi notamment la faculté de médecine, où ils nous racontent que depuis le début du semestre, il y a des TP qui n'ont pas lieu. Il y a des enseignements qui peuvent pas avoir lieu, ils peuvent pas rentrer dans la pratique, et en fait ils sont juste là en mode en fait on fait que bouffer du théorique, et il y a des moments où on aimerait bien mettre un peu en pratique. Alors bon, bien entendu, et là on va pas demander à un étudiant de faire une opération à cœur ouvert, mais voilà, ils nous disent que en fait il y a pas assez de matériel déjà, que les équipements sont insalubres, et pour autant la faculté de médecine elle est neuve, elle a été refaite il y a quelques années. On se rappelle quand elle a été démolie dans le centre-ville et qu'elle s'est décalée justement vers le CHU, donc on pourrait croire que tout va bien, mais en fait non, tout va pas bien au sein même même si le bâtiment à l'extérieur est très beau, en fait à l'intérieur c'est tout vide, et ça se ressent au sein des différents parcours. Dans les IUT à l'université de Poitiers, ils ont même pas de fontaine à eau dans leurs locaux. Il y a des TD qui n'ont pas lieu, c'est assez délétère, vraiment on rentre là-bas. J'invite vraiment ceux qui se baladent parfois sur le campus à aller dans les locaux des IUT, parce que vraiment t'as pas envie d'y faire cours, quoi. Donc c'est aussi cette disparité-là entre les différentes facultés de Poitiers. Par exemple, l'UFR-SHA, la fac est toute neuve, les bâtiments sont tout beaux, on croirait que l'université est extrêmement riche et que tout est incroyable à l'hôtel Fumé, et on se balade à l'IUT qui est dans la même ville et qui est de la même université, et là le carrelage il est cassé par terre, quoi. Donc il y a Alors que pourtant, les IUT ont des taux d'embauche, par exemple, en sortie de diplôme, qui sont largement appréciés. Mais moi, je voulais réagir sur une chose, c'est que cette professionnalisation-là, elle dédouane aussi aujourd'hui les entreprises de leur mission de formation. C'est qu'une entreprise, elle se doit aussi de former de manière continue les employés qu'elle accueille. Elle a cette mission-là, et de tout faire reposer, y compris la formation que font les entreprises une fois qu'elles ont leurs employés, sur le dos des universités. C'est encore une fois externaliser leur mission à elles. Et ça, c'est quelque chose qu'on interroge assez peu, parce que c'est facile de tout faire reposer sur l'université, comme si l'université était une espèce d'entité plastique qui pourrait s'adapter facilement aux desiderata de ces types de structures. C'est pas le cas. Il faut montrer que nous aussi, on a notre spécificité, et que c'est pas les entreprises qui vont nous dire exactement quoi faire. Ça veut pas dire qu'on travaille pas avec elles, c'est le cas. Vous avez des entreprises, je parle notamment sur le financement de la recherche. Alors, des fois, c'est très bien pensé, des fois, ça l'est un peu moins. C'est-à-dire que ça va servir vraiment des intérêts privés, où ils vont financer des thèses, par exemple, où il y a un intérêt à la fois industriel et scientifique. Mais en effet, elles ne vont pas venir pour financer, désolé de le dire comme ça, mais voilà, une thèse en histoire de la photo, par exemple. Je pense que ça va être compliqué de trouver un financement dessus. Alors peut-être, si c'est une entreprise, là encore, via le mécénat, peut-être via un musée, ces choses-là, là, il y a peut-être des choses à jouer. Mais ça va être bien plus compliqué que pour financer sur le déploiement de nouvelles créations plastiques, par exemple. Ouais, c'est exactement un exemple où pour obtenir un contrat en histoire de la photographie, pour prendre un exemple au hasard, il faudrait monter un budget en allant chercher différents financements, différents
différentes sources de financement et évidemment privées. Et ça, c'est des choses que les chercheurs, chercheuses qui entendent faire travailler avec eux des gens motivés, qui auraient envie, etc., doivent faire. Alors, il y a des services pour ça à l'université, mais c'est encore quelque chose en plus qu'on doit, les chercheurs, produire, c'est-à-dire non seulement donc du savoir, des articles, des conférences, des communications, des livres, de l'enseignement de qualité, des TD au plus près des étudiants, des évaluations pour vérifier que ce qu'on a partagé est bien compris. Mais il nous faut aussi, dans l'ombre des laboratoires, monter des fichiers Excel épouvantables pour financer des projets, pour travailler avec d'autres chercheurs et chercheuses. Et c'est un temps auquel qu'on consacre pas à la recherche proprement dite, à l'enseignement proprement dit. Et même si on a des services pour nous aider pour ça, mais voyez où on en est, c'est-à-dire qu'on a maintenant des services pour nous aider à chercher de l'argent pour des projets. C'est-à-dire qu'on a dû aller chercher des gens, payer des gens donc qui sont des spécialistes du fundraising, comme on dit là-bas. Et c'est des projets en plus qui sont mis en concurrence les uns entre les autres. Hein. Non, mais il y a toujours ce principe de concurrence. Voilà. Oui. C'est ça le fin fond du mot, c'est qu'en fait, cette coupe budgétaire, encore une fois, c'est le dernier coup de hache pour mettre en place cette concurrence définitive, cette privatisation du service public qui gangrène déjà la santé, l'éducation nationale et qui maintenant est actif dans les universités, dans l'enseignement supérieur. Et en fait, tout ça, c'est la raison pour laquelle les étudiants donc, se mobilisent en A3. Là, on va revenir dans quelques minutes sur justement comment est-ce qu'on montre que les étudiants se mobilisent en le filmant avec Cinélutte. On va revenir dans quelques instants, juste avant que Arthur nous présente son Cinémarx. Mais avant ça, on va aussi parler des cas bien particuliers qui sont les étudiants parents qui sont au sein des universités, qui sont bien souvent mis sur le côté des politiques universitaires. Et Carla, c'est le sujet que tu voulais aborder aujourd'hui. Non, c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. On peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le pape. Les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Vive l'autogestion! Ah, tout de même. Les étoiles en plus. Et oui, moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'université, mais sous un prisme bien particulier. Et je vais commencer par des louanges, puisque lundi 10 février au soir, à la BU La Ruche, se tenait une représentation théâtrale issue de 2 recueils de paroles étudiantes, un travail engagé par la MDE, la Maison des étudiants, depuis quelques années, et réalisé notamment par Hélène Vignal et Christian Corbinus sur le thème de la parentalité étudiante, et Kassatou Ba, en plus, sur le thème du travail étudiant. Personnellement, j'ai été séduite par la mise en scène de Pascal Daniel Lacombe. La petite terrasse au-dessus de l'accueil de la ruche était aménagée comme un studio de radio. C'était simple et efficace. Les différents témoignages estudiantins ont été restitués sous des formes diverses et complémentaires, tantôt par les 3 comédiennes, à une ou plusieurs voix, tantôt projetées sur grand écran en format vidéo. 2 étudiantes ont également été invitées sur scène et ont été interviewées, ainsi qu'Hélène Vignal. Les musiques de transition étaient bien choisies, et j'ai trouvé l'ensemble particulièrement touchant. Peut-être aussi parce que je me sentais concernée et représentée, pour une fois. Oui, pour une fois, j'ai eu l'impression que l'on donnait la part belle aux étudiants parents. Et c'est si rare. Pourtant, à Poitiers, un bon bout de chemin a déjà été fait sur la question. Grâce à un collectif d'étudiants parents déterminés qui s'est par la suite constitué en association, l'université a acté il y a quelques années la création d'un statut étudiant-parent ouvrant droit à des aménagements d'études, au même titre que les étudiants travailleurs. Et parfois, on est les deux en même temps. La MDE, elle est pleinement investie aux côtés de l'association des étudiants parents. Mais pour moi, ce n'est pas assez. Pourquoi ce n'est pas assez ? Eh bien, en premier lieu, parce que personnellement, je ne me suis pas retrouvée dans le possible contrat d'aménagement d'études. Il n'était pas adapté à ma situation. D'autre part, certains personnels ne sont même pas vraiment au courant de ce dispositif. Ils tombent déjà un peu dénus lorsqu'on leur dit qu'on est parent et qu'on fait des études en même temps. Et puis, le statut étudiant-parent ne règle pas la question du manque de place en crèche, des horaires de crèche qui ne sont pas forcément adaptés à ceux de l'université, et un certain nombre d'autres questions, comme la fatigue permanente, le rapport très particulier au temps, les conditions matérielles d'études, l'isolement social et l'exclusion de fait des animations destinées aux étudiants. D'autre part, il y a aussi le Crous, les Crous. Dans certaines académies, des logements familiaux sont proposés. À la marge, mais quand même. Pas ici.
Et certaines mesures dont les étudiants parents pourraient bénéficier leur sont inconnues. Par exemple, pour les étudiantes boursières, l'année lors de laquelle elles donnent naissance à leur enfant peut être mise entre parenthèses si elle est soldée par un échec. Un droit supplémentaire à la bourse peut ainsi leur être accordé. Et ça fonctionne aussi pour d'autres situations, notamment pour des problématiques de santé. Pourtant, l'information manque. Parce qu'on fait comme si les étudiants parents n'existaient pas. Mais qui sont les étudiants parents en fait ? Les chiffres concernant les étudiants parents à l'échelle nationale que j'ai trouvés sont datés. Ils proviennent d'une enquête de 2016 de l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante. Selon cette enquête, en 2016, donc, 4,5% des étudiants avaient au moins un enfant, soit près de 110 000 personnes concernées estimées. La plupart étaient en reprise d'études. Mais 1,2% des étudiants faisaient toutefois l'expérience de la parentalité en formation initiale. Toujours selon la même enquête, seulement 50% des étudiants avec enfants validaient leur premier semestre, contre 65% de la population estudiantine générale. Vous l'aurez compris, on parle ici d'une minorité de la population étudiante française. Mais sur la base de mes observations personnelles, puisqu'il n'y a pas vraiment de chiffres, je vais apporter des précisions sur les caractéristiques de cette population minoritaire qui sont, à mon sens, très intéressantes à prendre en compte. En fait, j'ai pas le temps de faire une thèse là-dessus pour l'instant, mais je me garde l'idée pour plus tard parce que ça m'agace profondément. Donc, premièrement, les étudiants parents sont, à ma connaissance, majoritairement des étudiantes. Scoop. Peut-être parce que les pères étudiants se déclarent moins. Peut-être parce que la charge des enfants pèse moins sur eux et constitue moins un obstacle à leur réussite académique. Je ne sais pas, c'est à creuser. Quoi qu'il arrive, pour moi, ce n'est pas un hasard. Encore une fois, ce sont des femmes qui sont laissées pour compte. C'est révoltant en soi, et ça m'agace d'autant plus, mais sans surprise, que notre cher président, non je déconne, je l'exècre, nous enjoignait l'année dernière au réarmement démographique. Mort de rire. Toi d'abord, Manu, t'as encore l'âge. Bref, je m'égare. Mais encore, ce ne sont pas n'importe quelles femmes. Pour beaucoup, elles sont racisées, voilées pour un certain nombre, et quand même assez souvent étrangères. Autant dire qu'elles cochent pas mal de cases, mais pas les bonnes pour être aidées par les institutions, au contraire. Et puis, il y a toutes celles qui ne seront jamais prises en compte du tout. Il y a des histoires de parentalité étudiante qui sont silencieuses, invisibles. Des histoires de deuil, des histoires de renoncement. Il y a les si mal nommées fausses couches et des avortements. Il y a des démissions et des abandons. Pour ma part, il n'y a que l'abandon que je ne connais pas encore. Mais je comprends tellement celles qui font ce choix. Et pour le reste, ces situations sont parfois si mal prises en charge quand elles le sont seulement. C'est d'une violence inouïe et c'est profondément sexiste, cette absence de considération. Mais on peut faire quelque chose. C'est une question de choix politique. C'est toujours une question de choix politique. Et comme avant ma démission, je faisais partie de Solidaires étudiants, je vais vous lire en fait des revendications qu'on avait écrites sur ces questions, parce qu'il y a certains choix politiques qu'on pourrait faire. Par exemple, la création d'un statut étudiant-parent national, et pas au bon vouloir des universités, ouvrant droit à des aménagements d'études permettant de concilier facilement vie familiale et travail universitaire, sans distinction de statut de boursier ou non, tels qu'une dispense d'assiduité, des aménagements d'emploi du temps, des aménagements des modalités d'examen, des délais supplémentaires. L'ouverture de logements adaptés et accessibles aux étudiants parents dans tous les CROUS, à l'image de Caen ou Montpellier, parce qu'en fait, quand on tombe enceinte, on a une crainte, c'est de se faire virer de sa chambre. La création d'au moins une structure publique de garde d'enfants sur chaque site universitaire à l'usage des étudiants et du personnel, comme ça existe à Toulouse 3 ou Rennes 2 par exemple, mais sans contrepartie du type permanence bénévole obligatoire, parce qu'en fait on manque déjà de temps, c'est ça notre vie. La création d'un salaire étudiant à minima, la revalorisation des bourses et la prise en compte des enfants dans le calcul des aides dès la naissance, mais la création d'un salaire étudiant surtout. La mise en place d'un congé de grossesse et d'un congé de naissance étudiant, à minima, l'ouverture à l'année ou au semestre de césure pour raison de parentalité et une mise en œuvre exceptionnelle pour motif d'urgence, par exemple naissance prématurée ou déni de grossesse. L'ouverture d'une salle à la demande et dans chaque bâtiment universitaire permettant aux étudiants et au personnel de tirer leur lait en cas de besoin. L'offre d'un accompagnement individuel et ou collectif à la parentalité qui tienne compte des contraintes universitaires. Et puis, à destination de mes camarades étudiants, déjà j'aimerais dire merci à celles et ceux qui sont solidaires des étudiants parents et sur qui pèse une charge qui ne devrait pas peser sur eux et sur elles. Par exemple, ceux qui prennent les cours quand on n'est pas là, ceux qui parfois même gardent nos enfants pour qu'on puisse aller à des examens. Et j'ai fini. Je pense que c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Carla. C'est la radio sans pub le soir. Genre
Tu vois, c'est pas comme Nova. Pulsar. On a clairement volé un jingle d'une autre émission, là je reconnais bien. Merci beaucoup Carla pour ta chronique qui est extrêmement importante vu que ce genre de sujet est mal abordé. Avant qu'on passe à Cinémarx et qu'on parle 2 minutes de ciné-lutte, il y a le sujet des partiels qui arrive très prochainement, qui tend les étudiants et les étudiantes. Alors comment est-ce qu'on fait pour lutter en période d'examen ? Est-ce que l'administration peut faire en sorte de repousser ces examens et faire en sorte que la lutte continue pour les étudiants et étudiantes ? Alors c'est quoi votre position en tant que... Enfin, pas votre position personnelle, mais les outils qui vous sont donnés dans ce genre de situation ? Alors, je voudrais rappeler que ce n'est pas la première crise que nous traversons en tant qu'enseignants, chercheurs et enseignantes-chercheuses. Tout récemment, c'était une crise sanitaire. Là, c'est une crise salutaire que nous traversons, mais on est assez rodés au rattrapage de cours en urgence, aux tentatives alternatives de rattraper du retard, de voir nos étudiants, même si on n'a pas le droit de les voir. Là, je parle du Covid. De sorte que les dispenses d'assiduité qui ont été obtenues par les groupes mobilisés dans les différentes UFR, UFR Lettres et Langues, UFR SHA, UFR SFA, je crois, quotidiennement, et puis tout récemment, UFR de droit, non seulement montrent le soutien des différentes composantes de l'université auprès des étudiantes et des étudiants, mais ça se justifie aussi par cet entraînement, cette expérience que nous avons toutes et tous pour mener nos étudiants et nos étudiantes jusqu'à leur diplôme, qui en aucun cas n'est menacé. C'est-à-dire selon les formations, il y a des contraintes calendaires pour certaines, pas pour d'autres. Selon les différentes formations, on va s'organiser de manière à ce que les étudiantes et les étudiants et que personne, et surtout pas les personnes mobilisées, ne pâtissent, mais bénéficient bel et bien de la mobilisation. Merci beaucoup pour ces explications. On va parler très rapidement de Ciné-Lutte avant qu'Arthur tu puisses nous parler de ton film. Ciné-Lutte, donc au départ ils voulaient prendre une petite intervention ce soir, mais finalement ils sont pas disponibles parce qu'ils en ont des heures de dérush à regarder. Depuis le début de la lutte, ils sont avec nous en A4. Donc Ciné-Lutte, en A3 pardon. Non, la 4, oui, on n'occupe pas encore en bloc, mais on n'occupe pas là-bas. Donc Ciné-Lutte, ils ont pour objectif de filmer, de documenter, en fait, de garder des traces de nos luttes et de notre habitation. Et donc pour ça, ils ont deux façons de faire des films. Ils ont tout d'abord un grand long métrage d'archivage qui sortira sans doute dans 1 an, 2 ans, enfin une fois qu'ils auront le temps finalement. Et il y a les cinétracts qui sont déjà un peu disponibles sur Internet. Ils en ont déjà fait 2. Et les cinétracts, m'arrêter si jamais je dis des bêtises, qui est donc un héritage de mai 68 qui sert à filmer et à diffuser tout de suite, montrer la lutte, montrer le quotidien, que ce soit la bouffe, le ménage, même se laver les dents, rentrer en AG, même des disputes entre militants, ça peut être assez sympa finalement, vu que la vie d'une occupation, c'est aussi parfois quelques querelles, parfois quelques amusements, et c'est la vie quotidienne. Alors dans l'équipe qu'il y a à Ciné-Lutte, il y a de la photo, il y a de la radio, il y a du ciné, et que des étudiants de la licence au master. En plus de ça, il y a l'aide de professeurs vacataires et de la fac pour tout ce qui est matos, pour filmer, prise de son, etc. Donc c'est vraiment tout un petit groupe de réalisateurs là, qui s'est réuni, de documentalistes qui sont réunis et qui nous suivent à la trace. On est épiés. À tout moment, on est là, on discute, au milieu d'une phrase, on a « Ouais, est-ce qu'on peut vous filmer ?» Bon, écoutez les camarades, il n'y a pas de souci, on adore être espionnés comme ça. Il y a déjà la police qui le fait, pourquoi pas vous ? Et donc il y a 2 cinétracts qui sont sortis pour l'instant. Et il y en a 3-4 de prévus pendant les vacances, donc surtout restez connectés. Il y a la chaîne YouTube, donc Ciné-Lutte, qui se retrouve comme elle s'écrit, avec lutte au pluriel. Sinon, vous avez aussi sur les réseaux sociaux des différents syndicats, même du réseau social de la mobilisation qui est UNIF Poitiers en lutte, si je me rappelle bien. Et bien entendu, on appelle à toutes les personnes qui font des occupations, qui font des AG, qui font des mobilisations, à filmer, parce que vous pouvez filmer aussi en sécurisant, filmer de dos, filmer les pieds, et faire en sorte en fait que quand on se mobilise, il y ait des traces de ça, parce que c'est uniquement après la presse bourgeoise qui nous redonne les traces de nos luttes, et ça craint à des moments. À chaque fois que je dis bourgeois, j'en vois autour de la table, ils rigolent, mais j'adore le mot bourgeois. Donc voilà, à chaque fois c'est la trace bourgeoise, et c'est comme par exemple Sacha Ollier, sans mauvais jeu de mots avec Sacha, mais qui après serait là en mode oh ouais moi vous regardez, j'étais à l'UNEF avant, moi aussi j'ai fait un blocus. Sacha, tu t'es pris une claque au blocus parce que t'as trahi tout le monde, nous la fais pas à nous. Et donc voilà, il y a vraiment un devoir d'archive
qui est exemplaire. Et vraiment, je pense qu'on peut féliciter Cinélutte qui est plus qu'actif et qui sont actifs, mais du matin au soir. On se demande quand est-ce qu'ils dorment. Surtout qu'ils font les rushs, les dérushs, le montage, tout ce qui va avec. Et il y a bien entendu bientôt Photolutte aussi, donc, qui va rejoindre cette organisation. Et je ne sais pas si vous pouvez en dire un petit mot, si vous avez des informations par rapport à Photolutte, si vous ont contacté ou non. Ce sont 2 étudiantes qui se sont proposées hier de prendre des photos pour documenter, comme les graffitis se font à la craie maintenant pour éviter les 30 000 € de nettoyage. Ouais. Évidemment, il faut enregistrer ça pour garder cette mémoire. Voilà, du coup, on peut vraiment force aux camarades de Cinélutte. Vous faites vraiment un travail exemplaire et en plus ça dans le respect à chaque fois des personnes qui ne veulent pas être filmées ou qui ne veulent pas forcément apparaître au montage. C'est vraiment incroyable et le travail qu'ils ont fait est donc accessible sur YouTube. Il y a déjà 2 courts-métrages avec en plus ça une reprise du Chant des Partisans qui est assez faux au niveau du ton de voix, mais qui est assez juste au niveau des paroles qui sont mises dedans. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et donc, avec un peu de retard, Arthur, désolé, on n'a pas la pointeuse, mais c'est le moment de parler de Cinémarx. News Ciné. Juste avant de débuter ma chronique, je précise juste que pour Cinélutte, leur influence, l'idée de faire ce film vient du documentaire Grève Générale, aussi appelé Rêve Général, qui était sorti en 2007, réalisé par Mathieu Châtelier et Daniela De Felice, qui suivait en fait le blocage et l'occupation de la fac de Caen pendant que la loi du contrat de première embauche était en train de passer, enfin qui n'est au final pas passé. Et c'est justement toute cette dynamique et ce documentaire qui donne envie de faire le documentaire de Cinélutte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinémarx, la chronique ciné qui met le capitalisme hors champ. Comme cela a été dit tout au long de cette émission, ces 2 dernières semaines ont été marquées par l'occupation de plusieurs bâtiments de l'université de Poitiers, avec comme revendication principale l'abandon de l'enseignement supérieur et de la recherche publique en France, avec la coupe budgétaire adoptée par 49.3. Mais d'autres causes politiques se sont greffées à la mobilisation. Ça a parlé notamment de violences sexistes et sexuelles, de féminisme, des luttes LGBTQIA+, d'antivalidisme, mais surtout d'antifascisme. Et il ne m'en fallait pas plus pour que dans ma tête je fasse le lien éducation-antifascisme. Bim, parlons d'un film déjà assez connu dans le milieu militant, parlons de La Vague, ou dans son titre original Die Welle, de Denis Gansel. Et d'ailleurs je dis connu dans le milieu militant, mais aussi connu dans le milieu des gens qui ont fait LV2 allemand. La Vague raconte l'histoire d'un professeur dans un lycée allemand qui, dans le cadre d'un atelier, propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, dont les conséquences vont s'avérer tragiques. Le film est librement inspiré de la 3e vague, une étude expérimentale sur un régime autocratique menée par le professeur d'histoire Ron Jones avec des élèves de la première école Kimberley à Palo Alto en Californie durant la première semaine d'avril 1967. Dans le film, le professeur Rainer Wenger instaure des règles strictes et un esprit de groupe fort, ce qui rappelle les régimes fascistes qui imposent l'ordre et l'unité à travers l'autorité et la discipline. Les élèves suivent aveuglément Wenger, qui devient une figure charismatique, tout comme les dictateurs fascistes, Hitler ou Mussolini pour les citer. Son autorité n'est plus questionnée, renforçant l'idée que l'obéissance prime sur la réflexion individuelle. Les élèves adoptent un uniforme blanc et un salut spécifique qui n'est pour le coup pas un salut romain, je le précise, et commencent à rejeter celles et ceux qui ne veulent pas adhérer au mouvement. Tout cela efface leurs différences et renforce leur sentiment d'appartenance. En bref, le film met en garde la facilité avec laquelle un régime autoritaire et fasciste peut s'installer, même dans un pays qui a déjà connu ce genre de régime et, pour citer un des élèves au début du film, qui a déjà été mis en garde. Pour rappel, il y a quelques mois, l'AfD, l'extrême droite allemande, remportait une élection dans un Länder pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez le regarder, La Vague, le film est en ce moment disponible en streaming sur Prime Video et Molotov TV, ou sinon, piratez-le. Ah voilà, vu que j'allais dire, d'habitude tu nous promets des sites de streaming gratuits en libre accès, heureusement que tu nous parles du piratage, vu que là j'allais commencer à être chafouin.
Bon, voilà, c'était la fin de cette émission. Malheureusement, on n'a qu'une heure. On pourrait en parler des heures et des heures. C'est assez frustrant, mais c'est la vie du timing. Désolé à Metal Fury, à qui on lâche l'antenne un peu en retard. Donc voilà, depuis 2 semaines, pour faire un récapitulatif, les étudiants sont en lutte au sein de l'Université de Poitiers. Tous les jours, il y a au moins 5 à 6 bâtiments qui sont bloqués sur le campus. Tous les jours, il y a des AG à 10h30 au bâtiment A3 qui ont lieu. Demain matin, il y a une AG en A1 dans l'amphi 400 avec les enseignants et les étudiants qui vont parler tous et toutes ensemble. Il y a des dispenses d'assiduité qui sont mises en place. Enfin bref, tout le monde fait front. Et en plus de ça, il y a les lycéens qui s'émettent parce que le LP2I aujourd'hui a bloqué tout seul comme des grands. Les lycéens ont bloqué, ils étaient 160 et c'est vraiment une sacrée victoire le fait que le LP2I ait pu bloquer comme ça tout seul, vu que d'habitude les flics sont les premiers à venir les matraquer. Mais là ils ont réussi. Alors on a hâte que partout en France les lycées se liguent aux étudiants, que les travailleurs se liguent aux étudiants et qu'en fait on arrive enfin à avoir une vraie université publique, nom de Dieu. Et tu voulais rajouter quelque chose avant? Non, c'était la petite pub de la fin. Retrouvez sur le podcast sur radio-pulsar.org, sur nos médias, YouTube, toutes les chaînes de podcast, YouTube Ventre Presse. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de venir lutter, passer en A3, venez en AG. Et n'oubliez pas que les acquis sociaux, ça s'est jamais fait en restant chez soi. Ça s'est fait en luttant, en sortant dans la rue, en se mobilisant et en se regroupant. Et toujours, on vous dit à dans 2 semaines, faites attention à vous, faites attention aux fascistes. Surtout, on lutte contre les fascistes ici. Et à bientôt sur Radio Pulsar dans Poitou Pop.